ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois avec grand plaisir Tristan Pavlak. C'est moi qui suis enchanté. Tristan, Merci je suis super content de t'avoir. D'abord, c'est cool parce que c'est vrai qu'on parle souvent de poids et haltères, on parle souvent de choses de force et de puissance dans ce podcast, un petit peu moins d'endurance. C'est pas du tout voulu, c'est juste que voilà, l'ordre des invités a été que il a fallu attendre un petit peu pour avoir un vrai expert. Et un vrai expert, du coup, j'en ai un, puisque Tristan est entraîneur de triathlon. Et par ailleurs, il fait un gros travail de vulgarisation sur sa chaîne YouTube, Iron Human. C'est ça, exactement. Je ne dis pas de bêtises. En tout cas, qui m'a impressionné par son accessibilité et sa précision dans le discours. Donc, je suis hyper content de l'avoir. On va se prêter ensemble au jeu de la vulgarisation sur un thème qui m'est cher. Ouais, un plaisir. Déjà, merci pour toutes ces éloges. Ça me fait plaisir. Peut-être trop élogieux, mais on verra. Après le podcast, on verra. Je suis sûr que ça va aller très bien. En plus, on va parler d'un truc sur lequel tu es particulièrement à l'aise. On va parler du seuil. Ouais, gros sujet en endurance. Je pense que tu parles seuil, VMA, c'est bon, déjà tu as 80% des sujets en sport d'endurance. C'est clair, ça bascule direct. C'est ça. Alors moi, je suis assez habitué à rappeler un certain nombre de choses sur les indicateurs d'endurance, notamment quand je fais des interventions en Angleterre ou aux États-Unis et que je parle à des Nord-Américains. Là, ils sont complètement largués, donc il faut tout reprendre depuis le début. En France, on est quand même un petit peu plus acculturé à la chose, d'abord parce que pays running quand même, ensuite parce que les filières STAPS ont quand même été largement influencées par l'athlétisme. C'est sûr. Donc, on sait un peu plus ce que c'est qu'une vitesse de course, qu'une VMA, qu'un VO2 max. Tout ça, les gens savent quand même. Mais bon, c'est bien si tu nous rappelles quand même ce que c'est que le seuil. Oui, bien sûr. Alors, déjà, c'est quand même une grosse définition, parce que même si on le sait, au final, plus les sciences avancent, plus on se rend compte qu'on ne le sait peut-être pas au final, et qu'il y a pas mal de choses qui sont constamment remises en question. Donc, le seuil, en fait, je pense que c'est aussi le fond humain, c'est-à-dire que scientifiquement, on essaye de trouver des mots, et au fur et à mesure que ça évolue, les mots changent, et les compréhensions qu'on en a évoluent aussi. Mais on essaie toujours de rester sur des bases un peu solides pour qu'on puisse l'expliquer, alors qu'au final, peut-être qu'il faudrait l'expliquer un peu moins pour justement continuer à l'avoir. Donc, ce qu'on pourrait en dire de manière très très simple, c'est que le seuil, c'est une intensité à partir de laquelle on commence à accumuler de manière exponentielle une fatigue. C'est-à-dire que si on prend, en termes de référentiel, si on part du seuil, qui est plus une zone, qui est un point précis, on va partir du principe que c'est une zone précise, quand on va 20% en dessous, on est capable de tenir 4, 5, 6 heures. Quand on va 20% au-dessus, on est capable de tenir 4-5 minutes. Donc c'est vraiment une zone d'intensité à partir de laquelle, physiologiquement, il se passe quelque chose. Et il y a un déclin très vite, pas de la performance, mais en tout cas de l'arrivée à la chute. Des limites de la performance dans le temps. C'est important. J'aime bien cette définition parce que pour le coup, j'ai toujours peur quand on fait des définitions dans ce podcast. Je prends toujours des gants, je dis attention, si vous nous regardez dans 10 ans de maintenant, peut-être que ce sera plus tout à fait la même chose. Donc on est aujourd'hui, ici et maintenant. C'est ça. Et pour autant, je trouve que cette définition est assez atemporelle, à mon avis. Je pense. Rendez-vous dans 10 ans, on sera encore dans le coup. Effectivement, le premier point, c'est cette notion de zone qui me paraît vraiment importante. Parce que quand je parle, c'est vrai que sur cette antenne, c'est beaucoup des préparateurs physiques, des kinés, des profs de PS. Souvent, on simplifie un petit peu et il y aurait un point sur la courbe, une espèce de moment où ça bascule, une espèce de cliff, une falaise. C'est ça. C'est pas vraiment ça. Non, alors après dans les manières de tester c'est aussi ça, c'est-à-dire que surtout en préparation physique, quand on a des qualités physiques, on a envie de les tester, on a envie d'avoir un point et surtout on veut pouvoir montrer, que ce soit à l'entraîneur, à la fédération, quoi que ce soit, qu'il y a eu une évolution. Et au final, quand on prend n'importe quel chrono, c'est ce qu'on essaie de faire, on essaie de le faire améliorer. Donc partir du principe que c'est une zone, déjà dans le test c'est un peu relou. C'est-à-dire que mais comment est-ce que je fais, à quoi ça me sert et ainsi de suite. Donc de la même manière que
De la même manière que la définition peut être simplifiée, le test aussi peut être simplifié. Donc ce qui se dit beaucoup en ce moment, c'est qu'en fait au final, est-ce qu'on ne pourrait pas résumer le seuil à ce qui pourrait être tenu au maximum sur entre 50 minutes, 1 heure, quelque chose comme ça. Voilà. Donc 1 heure pour peut-être les mieux entraînés, qu'on est à notre pic de forme, qu'on n'a aucune fatigue résiduelle, et peut-être 50 minutes, voire un petit peu en dessous, quand on est au milieu d'un cycle d'entraînement ou de période de compétition. Quelque chose comme ça. Donc une fois qu'on est là… Pratique comme repère, 50 minutes, 1 heure, voilà, c'est suffisamment précis pour déterminer quand même une vraie intensité d'effort. Et en même temps, c'est suffisamment large pour nous laisser la marge de manœuvre pour travailler au seuil, justement, avec précision. Puis ce qui est important dans tout le testing, c'est ce que j'essaie de mettre en avant aussi, c'est que même si on fixe un point dans le temps, ce qui est important, c'est après de faire évoluer cette valeur. Et au final, même si c'est très temporel comme chose, après, on peut essayer de voir un peu plus large et essayer de progresser, quoi. Puis quand on essaie de progresser dans l'entraînement, forcément, les valeurs physiologiques et les valeurs de terrain commencent à tendre vers la même chose. Voilà. Alors justement, quelle valeur tu prends comme point de repère? Alors en gros, sur le travail au seuil, alors, ce qui est important de voir, c'est que vraiment le seuil tel qu'on entend, c'est celui-là, mais c'est vrai que la palette peut être beaucoup plus large. Et en fait, en termes d'entraînement, en endurance en tout cas, l'un des critères qui est hyper intéressant, c'est la variation des allures. Voilà, pas toujours travailler aux mêmes intensités. Et sur une année, sur une saison, où chez les sportifs de très haut niveau, ils ont de la chance. Surtout en triathlon, ils s'entraînent 30-40 heures par semaine. Donc du coup, ils peuvent beaucoup varier les vitesses au sein d'une même semaine. Du coup, la zone de seuil, en vrai, elle peut s'élargir. On peut très bien aller sur des allures, chez les sportifs de haut niveau, allure 10 km, donc aux alentours de 30 minutes au 10 km, jusqu'à des allures marathon, du coup, semi-marathon, où du coup, ça va se rapprocher de 1 heure, 1h05, des choses comme ça. Donc, quelle valeur je prends sur un travail au seuil strict, qu'on pourrait appeler un seuil bas, le bas de la fourchette, le bas de l'intervalle. Voilà, on pourrait se rapprocher soit d'allures de compétition type allure semi-marathon ou un test d'1 heure. Il y a même des extrapolations qui existent à partir de tests de 20 minutes. Par exemple, le test du Dr Kogan ou des choses comme ça. Ce qui est important, c'est juste de savoir ce qu'on teste et savoir ce qu'on en retient de ce test-là. C'est juste ça. Donc quand on fait un test de 20 minutes, un test de 30 minutes, on a une valeur, c'est cool. Et après, comment est-ce qu'on l'utilise? Comment est-ce qu'on l'exploite à l'entraînement? C'est vraiment ça qu'il faut chercher, c'est des repères qui vont nous permettre de calibrer l'entraînement. Exactement. Et encore une fois, ces repères sont des balises qui jalonnent un petit peu notre parcours d'entraînement, qui sont quand même extrêmement marqués temporellement, comme tu le disais, mais qui sont amenés quand même à évoluer. C'est ça, exactement. C'est pas parce que le concept n'est pas précis que nous, on ne peut pas faire l'effort d'être précis. Bien sûr. C'est plutôt ça la difficulté. Le concept vient influencer un plan d'entraînement qui, lui, va devenir plus précis. Ok, alors du coup, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on s'entraîne au seuil? Ça sert à quoi en fait? Alors ce qui est important, c'est pourquoi est-ce que parce qu'on remet beaucoup de choses en question scientifiquement, mais en tout cas, ce qui est important de garder, c'est que quand on entraîne des gens au seuil et qu'on les teste après, il y a eu une amélioration sur les chronos. Donc déjà ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que quand, par exemple, on fait des études scientifiques où on prend des cas témoins, les cas témoins ne s'entraînent qu'en endurance, ce qu'on dit fondamentale, donc à très basse intensité. Donc déjà, ça veut dire que au niveau du stress, il y a un stress qui est suffisant au niveau de l'organisme pour créer des adaptations. Donc après, ces adaptations, on peut rentrer dans essayer de chercher le pourquoi, le comment. Est-ce qu'on essaie de réutiliser des choses? Est-ce que oui, est-ce que non? Ça, peut-être que c'est un peu trop court pour rentrer dans ce débat-là. Mais je me suis peut-être un peu perdu. On parlait de… on parlait des effets de l'entraînement. On parlait des effets, ouais. Donc déjà, il y a une amélioration, ça c'est une certitude. Okay. Ce qui est intéressant aussi, c'est un peu la même chose. Toi, tu parles beaucoup de puissance, donc de rapport force, vitesse, ainsi de suite. Quand on travaille sur de la vitesse, on améliore la puissance et beaucoup moins la force. Et tu as des effets d'équivalence comme ça. C'est un peu la même chose. On a beaucoup de marqueurs en sport d'endurance. On parle du seuil. On a abordé très brièvement la VMA. On a peut-être parlé aussi des très très hautes vitesses. On a parlé de l'endurance fondamentale. Quand on travaille au seuil, il y a forcément un effet où cette amélioration à cette vitesse-là précise découle sur les autres vitesses. Donc c'est pour ça que physiologiquement, il ne faut pas essayer de tout cloisonner. C'est parce que forcément, il y a un effet ça se déverse sur le reste. Donc, une forme d'interdépendance positive. Bien sûr, ouais. Des qualités, des indicateurs d'endurance. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que
quand on s'entraîne à cette vitesse-là, on se rend compte que ce n'est pas le cas sur toutes les vitesses. Par exemple, je sais que quand tu es allé en Russie, tu étais assez intéressé par peut-être à l'époque quelque chose qui était un peu moins connu, qui était l'entraînement polarisé, en tout cas dans notre pays, en France. En endurance, l'entraînement polarisé, là en ce moment, ça prend beaucoup de valeur et ça commence à être vraiment, enfin quand je dis en ce moment, peut-être dans les 10 dernières années, 15 dernières années, mais c'est récent, c'est récent, exact. Ouais. Et du coup, on se rend compte que par exemple, entre les deux zones de seuil qu'on enseigne à l'université, qu'on enseigne dans toutes les formations, qu'elles soient universitaires ou ministérielles, on apprend qu'il y a deux zones, donc deux seuils. Le seuil 1, le seuil 2, le seuil aérobie, le seuil anaérobie. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on s'entraîne entre ces deux seuils-là, il se passe moins de choses. Il se passe des choses très intéressantes qu'il faut mettre en place dans l'entraînement. Mais en tout cas, on voit moins d'effets sur les indicateurs de seuil, sur les indicateurs de VMA, sur d'autres critères, en tout cas, qu'on peut mesurer. Donc ce qui est important, c'est de voir que, encore une fois, c'est une fourchette d'intensité à partir de laquelle il se passe quelque chose, à la fois au niveau de la fatigue, mais aussi à la fois des améliorations. On voit que vraiment, à partir de ce point-là, là, ça devient intéressant. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût temporel comme financier de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Donc ne serait-ce que déjà globalement tirer au-delà de cette zone-là, déjà va produire probablement plus d'effets que si on ne fait pas cet effort de précision, de qualité finalement. C'est ça, exactement. Ouais. C'est là où en fait, on ne met pas en opposition parce qu'on se rend compte que ça aussi, on n'oppose pas la quantité à la qualité, mais en tout cas que quand on travaille la qualité vraiment, on fait du très qualitatif et à partir de ce moment-là, ça devient intéressant. Et quand on travaille la quantité, on peut le faire à basse intensité si on s'entraîne de manière polarisée et à ce moment-là, là aussi ça prend de l'intérêt. Donc ouais, à partir de là, il se passe des choses. Voilà. Donc sur toutes les vitesses qui seraient égales à peu près à 1 heure et en dessous. Ok. Jusqu'à 5 secondes. Donc ouais, effectivement, polariser l'entraînement, c'est probablement encore plus vrai dans les qualités métaboliques, dans les qualités d'endurance, que dans les qualités de force dont on parle assez souvent. Et effectivement, je vois exactement à quoi tu fais allusion quand tu parles de mon expérience russe. C'est vrai qu'on dit beaucoup en France, moi j'étais formé comme ça, on m'a dit il faut polariser. Ok, ça, je pense que tout le monde l'a bien compris. Quand tu travailles dans la haute intensité, tu travailles dans la haute intensité. Quand tu travailles dans la basse intensité, tu travailles dans la basse intensité. Et entre les deux, pas trop. Sauf que dans les faits, on se rend compte que la haute intensité, le CrossFit nous a aidé aussi à aller un peu plus dans le dur. Mais avant ça, quand même, je crois qu'il faut quand même rappeler que s'entraîner au seuil, c'est pas des séances faciles, quoi. Ah non. Tu vois, non mais c'est vraiment. Je sais que tu fais bien, je dis un truc hyper évident pour toi, mais les gens qui nous écoutent, peut-être certains ils courent pas, peut-être certains ils nagent pas, peut-être certains ils font que du circuit training par exemple. Et donc ils vont être là, ils vont monter à 30 secondes sur des hautes fréquences cardiaques, peut-être sur des débits cardiaques importants. Ils vont faire de la fréquence, ça va transpirer, ça va gueuler, on met du hard rock ou du rap à fond. Ouais, mais vous n'y êtes pas encore. C'est parce que ça va s'arrêter très tôt, ça va repartir, ça va remonter, ça va redescendre, ça va remonter, ça va redescendre. Et au final, on ne va pas s'installer durablement dans une intensité élevée. Et le travail au seuil, putain, c'est dur, quoi.
Tu vois. C'est péniblement tolérable. On appelle ça un peu cette zone-là où c'est compliqué, c'est dur, mais psychologiquement, une fois qu'on est dedans, on se rend compte que on peut tenir quand même pas mal de temps dans cette vitesse-là. Ça fait partie d'ailleurs des adaptations périphériques induites par le seuil. On parlait des effets, on va aller plus en détail. Une des premières adaptations périphériques, c'est déjà l'acceptation de cet état physique et psychique, parce que humainement, le corps peut tenir longtemps là-dessus. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a une notion que j'essaie de pousser de plus en plus et qui m'intrigue de plus en plus, que je trouve pas assez développée, mais c'est justement celle-là. C'est ce que j'appelle la notion de résilience à la douleur. C'est-à-dire qu'en fonction des courses que l'on prépare, on se rend compte que l'effort que l'on fournit à l'entraînement développe une résilience à la douleur qui va pouvoir être réutilisée dans les périodes de compétition. Donc par exemple, je parlais entre les deux seuils, donc du coup, chose qu'on utilise peu à l'entraînement, tout du moins si on veut être polarisé. Si on est sur des courses très longues, semi-Ironman, Ironman, puisque le triathlon est ma spécialité, on se rend compte qu'en fait, travailler entre les deux, ça devient intéressant parce qu'on développe une certaine résilience sur des douleurs, sur des durées d'effort encore plus longues, qui sont très particulières à ce type d'épreuve. Qui sont ultra spécifiques. C'est ça. Donc là, en sport d'endurance, on s'approche justement sur des entraînements de des courses d'1h30, 1h, 30 minutes. Développer cette résilience à la douleur, c'est même un des facteurs principaux qui nous permet d'être ultra performant le jour J. Si on ne la développe pas, c'est pas très grave, dans le sens où on a peut-être un petit intervalle de 5%, c'est-à-dire que sans cette résilience-là, on va peut-être être 2, 3, 4, 5% moins performant. Mais dans le sport de très haut niveau, c'est des dixièmes, 1% déjà, c'est beaucoup trop. C'est énorme. On ne laisse pas passer 1%, évidemment. Exactement. Donc, juste pour rebondir encore sur cette notion de résilience à la douleur, quand on s'entraîne au seuil, donc, je t'ai expliqué comment est-ce qu'on le teste. Ce qui est important, c'est aussi comment est-ce qu'on est quand on se teste, psychologiquement, physiquement et ainsi de suite. C'est pour ça que les chronos en compétition sont quand même des meilleurs indicateurs que l'on puisse avoir. Voilà, c'est ça. C'est parce que normalement, on est censé être relativement frais, avec l'émulation collective, avec l'environnement dans lequel on est, peut-être un public quand on n'est pas en 2020. Voilà, on est dans des situations parfaites pour pouvoir se tester sur ces choses-là. Alors que quand on est sur un stade tout seul... Sauf cas isolé de gens qui perdent leurs moyens en compétition, mais si on s'exprime correctement en compétition, c'est le vrai test. Et du coup, quand on est à l'entraînement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que pour créer des adaptations et pour être dans des situations de souffrance, on n'a pas besoin d'atteindre ces temps de maintien-là pour réussir à avoir des effets bénéfiques. C'est-à-dire que là où pour le test, on a besoin de tenir 1 heure, en fait, on se rend compte que sur des entraînements, déjà quand on est sur des temps de maintien cumulés, peut-être en début de période d'entraînement, quand on prend un peu le pas et qu'on s'habitue, peut-être que déjà 20 minutes, ça commence à devenir intéressant et on se rend compte qu'en termes de résilience à la douleur, déjà il se passe quelque chose. Et puis après, quand on pousse, 30, 40, 45, et pour les meilleurs, peut-être pour les très très hauts niveaux qui ont des gros volumes d'entraînement, quand on va pousser justement à l'heure de temps de maintien, donc intercoupé de périodes de repos, on est sur des séances qui sont insoutenables. Alors que pourtant, le jour de la compétition, quand on est frais, parce qu'il y a aussi la fatigue de l'entraînement qui intervient, quand on est frais, ça va, on en est capable. Donc il y a ce décalage-là qui est important à trouver. C'est pas parce qu'on se teste sur 1 heure qu'on a besoin d'avoir 1 heure de temps de maintien en cumulé sur la séance pour que ça soit intéressant. Important de jouer avec ces volumes et ces intensités. Donc je le redis, l'intensité cible, c'est pas anodin. Les non-coureurs doivent vraiment, parce que le seuil, on va l'utiliser n'importe où. J'ai un seuil ventilatoire, que je fasse des montées d'escalier ou que je fasse de la course à pied ou que je nage. Ou que je fasse du circuit training ou un sport de combat, peu importe. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc il va falloir trouver dans chacune des disciplines que les gens entraînent, encadrent, des repères qui nous permettent d'amener les gens sur ces intensités efficaces. Ça, c'est vraiment important. De l'autre côté, on a le rapport au volume, qui effectivement est aussi finalement un avantage de ce type de travail, puisqu'on le dit, c'est plus efficace de travailler sur ces intensités-là. Mais en plus, ça peut nous faire gagner un petit peu de temps d'entraînement en termes de volume. Parce qu'au final, on n'est plus obligé de faire des séances ultra longues pour atteindre les cibles que l'on cherche à adresser au niveau de l'endurance. C'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de volume, et c'est là aussi où c'est important, c'est que y a pas mal d'études qui voudraient faire montrer que quel que soit le travail que l'on fait, on développe les mêmes choses. C'est-à-dire que si on est sur du travail de sprint, du travail de PMA ou sur du travail de seuil, au final, physiologiquement, de par les marqueurs qui sont pris par les scientifiques, on est sur les mêmes adaptations. Et qu'en fait, il y aurait une interdépendance de tout ça et qu'en fait, limite, ça serait une simplification de dire quoi qu'il se passe,
En fait, de toute façon, tu vas progresser. C'est ça. Alors après, ce qui est important, c'est justement tout le reste. C'est-à-dire que ce qui est testé sur 12 semaines sur une étude scientifique, ce n'est pas la réalité du terrain. Si j'entraîne quelqu'un pour un marathon ou un semi-marathon et que je lui fais faire que des sprints, il risque de se faire confronter à la réalité de manière assez brutale. Ouais. Donc, ces séances de seuil-là, ce qui est bien, c'est que ça permet de raccourcir les séances. Mais en fait, il y a d'autres d'autres vitesses qu'on pourrait utiliser qui permettraient de faire des séances encore plus courtes, des très très hautes vitesses, des séances de sprint, même des séances PMA qui sont beaucoup plus courtes. Là où justement c'est intéressant sur les séances de seuil, c'est qu'en tant qu'entraîneur, quand on s'entraîne à des très hauts volumes et qu'on prépare une compétition, ce qui est important, c'est qu'on a des temps de maintien sur une semaine à haute intensité, donc qui crée des adaptations, qui est quand même relativement élevé. Donc là où il y a une règle qui est, je ne sais plus qui a dit ça, mais le 80-20 qui est tant connu, qui dit 80% à basse intensité, 20% à haute intensité, sur les sportifs de haut niveau qui ont des volumes énormes, on se rend compte que le 80%, il n'est pas atteint en fait. Ils ont déjà du mal à atteindre 10%. Donc quand ils tendent vers le 15%, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que avec ces entraînements-là, la durée d'entraînement reste restreint, mais les temps de maintien commencent à devenir un peu plus longs. Bien sûr. Donc ça, c'est intéressant. Là où pour donner des valeurs, là où sur une séance VMA, en fin de cycle, on peut réussir à tendre ce qu'on dit x2,5, x4. On peut réussir à tendre sur du 20 minutes chez des sportifs élites de temps de maintien, ce qui est énorme sur une séance. Imagine-toi 20 minutes à FC Max. Malheur. ça fait mal. Tu vois, sur une séance de seuil, on peut atteindre des 45 minutes, 1 heure, qui elles aussi sont des séances ultra compliquées. Donc tu vois, ça reste court, une séance d'1 heure. Mais au final, quand tu fais des sorties un bon ratio temps passé, efficacité dégagée. Exactement. Donc en fonction de la durée de la compétition, là on a un levier dans le choix d'exercices que l'on propose à ces athlètes qui peut être intéressant en plus des adaptations spécifiques physiologiques qu'il pourrait y avoir. Voilà, et puis ce que nous rappelle Tristan, c'est la logique technico-tactique des disciplines, finalement, où à un moment donné, on va aussi faire un choix d'entraînement, non pas seulement pour les adaptations physiologiques que ça implique, mais aussi pour les adaptations tactiques, spécifiques de l'épreuve, effectivement. Comme tu disais, si je fais que du travail à très haute intensité sur une durée un petit peu courte, à un moment donné, il faut que je fasse si je prépare un marathon, il va falloir que je fasse des sorties équivalentes pour prendre des repères, pour me rendre compte de ce que c'est, pour me rendre compte des moments où j'ai besoin de relancer un petit peu la course, etc. C'est de la préparation spécifique, il faut passer par ces cases-là. Le spécifique, vraiment, c'est ce qui vraiment fait la différence sur le long terme et sur le très haut niveau. Vraiment, en fait, on se rend compte que progresser, c'est pas si difficile que ça. Vraiment, c'est-à-dire que faire une planification où on fait progresser des gens, je pense que n'importe qui d'un minimum formé en est capable. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place en plus, à quel moment, qui permet de justement aller grappiller des petites choses en plus. Ouais. Et ça, pour combler les écarts, exactement, ouais. Les micro-écarts un petit peu partout, c'est là la finesse d'une telle planification. Et c'est en ça qu'il faut vraiment bien connaître les exigences de la discipline qu'on prépare, parce qu'il faut à tout prix, que ce soit une discipline athlétique ou de sport collectif, ou peu importe, il faut vraiment identifier très précisément de quoi on a besoin, dans quelle mesure on en a besoin, et ensuite dans quel contexte on va l'appliquer. C'est ça. Puis ce qui est important, c'est quand on a cette analyse-là, de savoir ce qui est spécifique. Une autre chose qu'il faut garder à l'esprit en sport d'endurance, c'est, et je pense de manière générale, j'en ai parlé très brièvement tout à l'heure, c'est la variation des vitesses utilisées à l'entraînement. Donc ça veut dire que si on sait que l'entraînement au seuil va être spécifique sur la compétition que l'on prépare, peut-être que ça va être important quand on s'éloigne de cette échéance-là, de devenir moins spécifique et donc de savoir par extension quelles vitesses sont le moins spécifiques, mais quelles vitesses on a besoin de travailler pour, sur une saison ou un cycle d'entraînement, réussir à justement trouver de la variabilité là-dedans. Donc réussir à ordonner ces vitesses, là c'est intéressant. Il me semble, je me demande si ce n'est pas d'ailleurs Anaël Aubry qui en parlait dans un de ses podcasts. Il est capable. Mais je ne voudrais pas, peut-être c'est Stephen Seiler, peut-être c'est quelqu'un d'autre, mais en gros ce qu'il disait c'est qu'à haut niveau, l'une des choses qui était importante et qui en fait était un levier de la performance au-delà du volume d'entraînement, etc., qui sont des choses importantes, c'est le fait qu'à très haut niveau, ils ont des volumes tellement importants qu'en fait, ils sont capables de varier beaucoup les vitesses à la fois sur une année, mais aussi au sein d'une même semaine. Quand tu as 30 heures d'entraînement, en triathlon, je parle évidemment, tu peux faire beaucoup de choses. Voilà. Donc, l'entraînement au seuil, si on en a besoin spécifiquement, on essaie de le rapprocher de la compétition. Par contre, gardez à l'esprit que tout l'entraînement ne doit pas tourner autour de ça et qu'à un moment, il y a besoin d'être moins spécifique pour développer peut-être d'autres choses, pas développer de points faibles. Parce que si on développe tout le temps la même chose,
on finit par être limité par ce qu'on ne développe jamais, en gros. Bien sûr, bien sûr. Écoute, ce sera un bon mot de la fin. Vraiment, je te remercie. Hyper intéressant, hyper accessible, comme à ton habitude. Si vous en voulez plus, sur la chaîne YouTube Iron Human, excuse-moi. Après une discussion comme ça a été pardonné. Vous allez avoir la déclinaison. D'ailleurs, il y a un épisode sur le seuil, totalement consacré au seuil, dans lequel il va vraiment au fond des choses. Donc, et tu vois, déjà, je l'ai tourné l'année dernière. Déjà, scientifiquement, j'essaie de rentrer dans les détails. Et déjà, je trouve qu'elle est dépassée dans la compréhension qu'on en a aujourd'hui. On la refera. Tu la referas. Mais je vais être obligé. Mais oui, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour ce petit moment. C'était vraiment top. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à toi, Aurélien. On vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode ABD Podcast. D'ici là, vous savez que certains épisodes complémentaires vous attendent sur le e-campus de Transfert. Et puis, vous pouvez nous écouter en streaming sur toutes les plateformes streaming ou nous regarder sur YouTube et en version enrichie sur mon site internet. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.